Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue aux Têtes de course à Nyon, le Bike & Coffee situé à l'avenue Violier, c'est tout près de la gare à Nyon. C'est notre premier bloc du lundi, c'est l'after avec aujourd'hui Laurent Perroton et Christian Ponty. Bonsoir messieurs. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec plein d'émotions. Ouais, des longues émotions, on va dire. Ouais, c'était long. Ouais, c'était long, mais c'était bon. Ouais. Quand c'est long, c'est bon, en général. Exactement. Voilà. Vous avez 114 minutes, c'est dans vos normes? Moi, j'étais à Fribourg, le fameux match contre Lausanne, là, où il n'y avait plus de transport public aussi, donc ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ouais, puis moi, j'ai dû me lever quelques fois, parce que je rentrais d'un match, j'ai dû me lever quelques fois pour boire de l'eau, pour essayer de pas m'endormir. Quand tu commences à t'allonger et mettre la couette, c'est pas bon. Ouais, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Mais enfin voilà, deuxième match le plus long de l'histoire du hockey suisse. On a quasiment joué deux matchs en une soirée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer les prolongations dans votre carrière, mais ça pèse quand même. Ça pèse sur le moment déjà, mais alors le lendemain, vous devez avoir mal partout. Ça pèse physiquement, mentalement. Et à l'époque, on a eu des prolongations, mais juste de 5 minutes et puis des pénaltys. Donc on n'a jamais eu ces doubles matchs. Et avec l'intensité des playoffs, c'est tout simplement hallucinant pour le corps. On parlera un petit peu des temps de jeu. Une question d'auditeur justement à ce sujet. Okay, parfait. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'ai été posé des questions à Yorick Trey à la fin du match. Et mentalement, psychologiquement, il était vidé. Donc aussi émotionnellement, c'est pesant. C'est très long. C'est très long. Il était vidé, le pauvre. Ouais. Est-ce que je peux considérer ça comme étant l'événement que vous avez retenu de ces dernières heures, ou bien vous avez quelque chose d'autre à me proposer? Ouais, alors moi ce qui m'a rassuré, et finalement, ce qu'on a dit toute la saison, c'est l'homogénéité du championnat et les séries. Le fait que tout le monde soit à 2-1, c'est vraiment très très serré, c'est incroyable. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est la capacité à chaud de fond à gagner ses matchs. Bon, là, il y a 3-0 par contre. Ouais, 3-0, donc c'est vraiment incroyable. Et puis après, ce qui m'a marqué aussi, il y a eu des gros événements, notamment le shoot de Domenico sur Love, et puis le coup de canne de Michael Jordan sur Michal Jordan, pardon, sur un joueur de Zug sur la tête, et puis pas d'enquête ouverte, alors qu'il y a eu des enquêtes ouvertes pour des maladresses sur des arbitres, enfin voilà, je reviens toujours à ça, mais enfin voilà, j'aimerais qu'on protège un peu les joueurs là quand même. Ouais. Moi surtout, ce que je trouve, c'est qu'on est enfin dans tous les matchs en play-off. Parce qu'il y a des matchs qui sont partis, notamment le premier de Genève, c'était un peu calme, c'était pas encore des play-offs. Là, franchement, tous les matchs c'est en play-off, l'intensité a monté d'un cran, le jeu physique a augmenté. Genève, c'était pas la série la plus physique, mais par contre, au niveau de l'intensité des duels, c'était vraiment impressionnant. Et je trouve que maintenant, on est vraiment dedans. Et c'est vraiment money time, quoi. Vraiment money time. Ouais. Laurent, vous avez un sommaire à nous proposer pour aujourd'hui? Oui, casque d'or, casque de plomb. Après, revenir sur les séries, les 5 séries, parler un petit peu de la Swiss League et puis un peu de NHL. Et évidemment, revenir en bref sur des choses, des annonces aujourd'hui de certains clubs. Et puis évidemment, les questions qui seront après le casque d'or et le casque de plomb. Bon, alors moi, on va commencer avec le casque d'or et c'est moi qui vais commencer très vite pour apporter une petite correction avec une nouvelle qui aurait déjà figuré au minimum samedi sur le site planethockey.com et que j'ai renouvelé ce matin seulement. C'est le titre de champion suisse des U15 de Valais-Wallis Future. Je dois avouer que U20. Des U20, pardon. U20 top, pardon, excusez-moi. Oui. Vous voyez, décidément, j'aurais de la peine avec eux. Ils vont anciennement les élites B. Voilà, exactement. Et en fait, c'est une news. Je suis passé à côté. Enfin non, je suis pas passé à côté, mais j'ai mal. Voilà, c'est la fatigue. J'ai mal calculé. J'ai annoncé la série à 2-2, alors qu'en fait, c'était 3-1 pour les Valaisans qui sont donc champions de Suisse. Donc casque d'or pour Valais. Casque d'or pour eux et puis casque de plomb pour moi. Comme ça, on aura fait. Okay. On a fait le tour. À vous maintenant. Parfait. Casque d'or. Moi, le casque d'or, c'est à chaud de fond.
J'ai regardé un petit peu les statistiques et puis mettre en avant un peu le coaching staff, Louis Matt et Loïc Burkhalter. Quand même, en efficacité scoring, c'est quand même pratiquement à 10%. En power play, pour une finale on était à 28%. Là on a 36,36, c'est tout simplement exceptionnel. Une fois sur 3. 88,89 en box-play. Victor Osloon, le gardien, donc c'est les sections. Je parle des choses les plus importantes en play-off. Le gardien, il est pratiquement à 94%. Et puis surtout, ce qui m'a marqué, c'est le premier bloc. Le premier bloc, j'y viens parce que c'est le nom de notre émission aussi. Holden, Ackerman, Anderson et Hugna en défense, c'est 15 points. Sur les 9 goals marqués. C'est tout simplement prodigieux avec 4 goals en powerplay. Donc on espère que Chaux-de-Fonds arrive à aller gagner à Holton et puis qu'il soit rapidement qualifié pour se reposer et préparer cette promotion contre le club de National League. Vous savez pourquoi l'émission marche bien? Parce que nous sommes assez pointus et évidemment on suscite de l'intérêt et faites attention parce que le premier bloc chaque année peut être soumis également à des transferts. On arrive gentiment à la saison des transferts. Vous allez essayer de re-signer pour une saison supplémentaire avec Planète Hockey? Alors je sais pas parce qu'il y a un club qui m'a appelé pour jouer deuxième bloc mais sur le box-play. Alors on va voir. Et vous, Christian, vous suivez toujours Perroton, donc dois-je me faire du souci? Mais en fait, c'est pas que je le suis, mais si je suis pas là, il est malheureux. Non, non mais moi j'ai juste complété ce qu'il vient de dire. Il y a effectivement 3-0 dans la série pour Chaux-de-Fonds, mais il faut voir la manière. Ils vont gagner une fois en overtime, deux fois en overtime. Deux fois à la maison en overtime. Et 2 fois, ils reviennent d'un score de 2-0 en arrière. Donc, ils ont des sacrées ressources. Et puis, alors, ce qui les a peut-être aussi un peu aidés. Et un sacré public. Oui, ça c'est vrai. 5275 spectateurs. Il y a un gros enthousiasme, c'est incroyable. C'est tant mieux, vraiment, ça fait plaisir. Non, après, ce qui les a peut-être aussi un peu aidés, c'est la blessure de Noon du côté d'Holton, parce que c'est quand même leur gros canon en attaque. Et puis ça, je pense que l'air de rien, ça, dans une série comme ça, c'est très important. Mais aussi, il faut peut-être relever le fait qu'ils ont vraiment bien fait de gagner la saison régulière parce que l'avantage de la glace, plus que jamais... Il a l'air évident cette fois-ci. Ouais, exactement, c'est ça. Donc ouais, moi, mon casque d'or... Alors moi, mon casque d'or, c'est pour le HC Ajoie, pour sa résilience et sa capacité à rebondir. Franchement, aller gagner à Langnau, ouais. Non, mais il fallait le faire. C'est surtout ça parce que les 2 premiers matchs, les signaux n'étaient pas bons. Et franchement, ils sont allés gagner à Langnau. En plus, j'ai vu les reflets et les highlights. Le public jurassien les suit. Franchement, c'était magnifique à voir. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ce qui me fait aussi plaisir, c'est que, on le dira peut-être après, mais c'est le nom des buteurs. C'est que Hazen a enfin remarqué et surtout il y a Boson qui a marqué et sauf erreur de ma part il y a encore un 3e joueur suisse d'ailleurs que j'ai pas en tête mais enfin ça viendra. Ouais, tout à fait. Donc ça pour dire que pour moi ça c'est moralement il fallait le faire et puis ils sont bien relancés et je pense que le prochain match à jouer va être très intéressant. Voilà, ça c'était donc le casque d'or pour Christian Ponty. On passe directement au casque de plomb, ouais. C'est à vous Laurent. Moi c'est 2 joueurs étrangers qui jouent à Zug, Émile Djous et Justine Abdelkader. Le premier nommé qui a pris 5+20 sur un coup de canne entre les jambes de la mer. Outre sa pénalité qui donne l'avantage à Rapperswil, son absence sur le powerplay notamment s'est fait sentir et il y avait en plus l'absence de Hanson. Donc je trouve que en plus le fait qu'il parte, le fait que Hanson soit absent, je trouve que c'est important qu'il soit présent et qu'il fasse pas ce genre de bêtises. Et pour moi, il donne le match à Rapperswil, notamment le 2-1. Et Justine Abdelkader. Avec 2 pénalités mineures évitables qui coupent l'élan de son équipe à 5 contre 5 qui c'était meilleur hier soir et 2 joueurs étrangers majeurs qui par leur discipline donnent la victoire aux Lakers et relancent cette série parce que hier soir s'ils sont disciplinés individuellement au niveau des pénalités à 5 contre 5 ils sont meilleurs et à 3-0 je voyais mal Rapperswil revenir et là ça leur a donné beaucoup de force et puis on est content pour Rapperswil parce que c'est une équipe qui joue très bien au hockey. Du coup le powerplay s'est relancé aussi, c'était un des problèmes et voilà donc avec un Chervenkan un peu moins omniprésent au niveau des buteurs, on le voit un petit peu passeur mais peut-être moins présent moins présent mais les 2 joueurs qui ont joué avec lui ça a été un peu mieux au cours du match mais sur l'entame de match c'était vraiment pas bon donc il est pas très bien accompagné non plus. Maintenant voilà ils ont été relancés par Zug et tant mieux pour le spectacle mais pour moi c'est une faute professionnelle d'avoir 2 joueurs étrangers qui te pénalisent autant sur un match décisif. Ok. Christian. Alors moi, mon casque de plomb,
c'est un peu la même chose que Laurent met sur une autre équipe, c'est Mike Kinsley. Parce qu'il met une mauvaise charge, il prend 5 minutes à un mauvais moment parce que Bien était dans le match, était bien revenu. Et puis ils sont 5 minutes à 7 minutes de la fin, ça empêche, je pense, Bien de revenir. Et puis derrière, Bern marque la cage vide. Donc je pense que cette mauvaise charge, d'ailleurs je pense qu'il y a une enquête sauf erreur. Oui, il a déjà pris un match. Oui, il a déjà pris un match. Donc je pense que là, il rend vraiment pas service à son équipe. Et puis bon, on le sait, en play-off, les émotions, faut vraiment essayer de maintenir ça. Les mauvaises pénalités aussi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc je pense que c'est pour ça que je lui donne un casque d'or. De plomb, pardon. De plomb. Et pour revenir un petit peu sur ce que disait Christian sur Ajoie, c'est Valentin Pilet qui a aussi. Voilà, c'est pour ça que ça me faisait plaisir. C'est lui qui a marqué un goal très important. Il n'a pas souvent marqué des goals cette année, mais celui-là est très important. Juste. C'est très important de marquer les buts importants lorsqu'on arrive dans les moments importants de la saison, à savoir. Mais c'est le 2-0 surtout, donc là c'est un peu le tournant du match. Donc, il est bien placé, il prend un rebond et il permet à son équipe de gagner ce match. Ouais. On y va dans quel ordre, Laurent? On passe d'abord aux questions des auditeurs ou on fait l'actu? Aux questions. On va avec les questions. Vous en avez beaucoup? Non, moi je vous laisse la primeur aujourd'hui. Alors je commence. J'en ai pas pris moi aujourd'hui. D'accord. Moi j'en ai sélectionné 6. Parfait. Qu'on a reçu soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit directement sur des contacts directs, etc. Il y a de tout, je vous dis tout de suite. Alors, Loïc du Canton de Vaud, on parlait justement tout à l'heure, du fait qu'on a quasiment joué 2 matchs à Genève. Alors justement, jouer jusqu'au bout de la nuit, est-ce que ça a un sens ? Sous-entendu, j'imagine, est-ce que finalement c'est pas trop demandé aux joueurs? Alors je sais qu'on est allé jusqu'à 7 prolongations à NHL, je crois que c'est le record, mais c'est vrai que finalement au bout d'une première prolongation, est-ce qu'on ne devrait quand même pas passer au penalty? Non, moi je trouve ça a un sens, surtout à cette période de l'année. Quand vous rejouez parfois même le lendemain, c'est heureusement pas le cas en Suisse. Mais si c'était facile de gagner un titre, ça se saurait. Ça fait partie. Moi, je pense que c'est la règle. Dites ça aux footballeurs. Ouais, mais justement, les footballeurs sont pas des hockeyeurs. Ce que je veux dire, c'est que franchement, moi, j'étais au match, mais c'était fantastique. L'intensité dramatique, rien que ça donne tout le sens. Et c'est que pendant la période des playoffs. Ouais. Donc c'est pour ça, oui, moi je pense ça. Alors là, moi, sportivement, ça a un sens. Et puis à jouer, ça doit être fantastique. Pour les supporters, c'est fantastique. Après, pour tout ce qui est organisation au niveau des départs pour les plus jeunes, au niveau des bus, pour les enfants, lorsque vous avez des enfants, moi j'ai des familles qui m'ont expliqué qu'ils sont partis au cours du match. À la fin du match, avec quoi, une demi-patinoire où les gens étaient... Non, c'était presque plein parce qu'ils ont fait des annonces et tout. Tandis qu'à Fribourg l'année passée c'était en semaine. Et là, la patinoire était, je pense, un tiers vidée. Et ça c'est très compliqué déjà d'emmener des jeunes enfants voir les playoffs. Et puis lorsque ça dure, là c'est le week-end, ça passe, mais en semaine c'est très compliqué. Donc il y a des pour et des contre. Après, si on parle juste uniquement du sport, moi je suis favorable parce que je trouve que ça amène des émotions incroyables. Et puis l'intensité dramatique. Et puis finalement tu vis d'autres choses. Par exemple, entre les tiers, là, ils ont mangé. Et il y a des joueurs qui ont mangé, il y a des joueurs qui ont pédalé, il y a des joueurs... Des pâtes, des bananes. Il y a peut-être des collations. Donc voilà, t'es complètement dans un autre monde lorsque tu fais les playoffs. Et lorsque tu sors des playoffs, c'est pour ça que t'es épuisé aussi. Parce que, en fait, c'est comme si tu étais sans télé, sans rien, sur une île, quoi, un petit peu. Quand tu es joueur et entraîneur, notamment entraîneur. Les entraîneurs, là, sur des matchs comme ça, c'est horrible. Parce que tu dois... Yorick Trey, il a parlé de Yorick Trey, mais Yorick Trey, quand il rentre, il doit faire l'analyse vidéo, il doit tout préparer, et puis le lendemain, ça doit être prêt pour l'entraîneur en chef. Donc, lui, il va être très fatigué à la fin des playoffs. Et puis surtout, ce que j'aime bien aussi, c'est que pendant ces périodes, genre la 4-5e période, au bout d'un moment, tout le monde peut être le héros du match. C'est plus que du mental. À un moment donné, c'est plus que du mental. C'est pas forcément les joueurs les plus talentueux qui vont faire la différence. Et ça m'étonne pas que ce soit Pouliot qui fasse une déviation et qui marque, parce que c'est des joueurs avec du mental et puis des joueurs avec beaucoup d'expérience et beaucoup de caractère. C'est vrai. Juste avant, là, j'ai envoyé une petite pique de supporters, on va dire ça, aux footballeurs. Maintenant, là, je m'adresse quand même aux professionnels de l'effort. L'effort entre un footballeur et un hockeyeur est très différent.
qu'un footballeur ne puisse pas jouer plus de 2 matchs dans la semaine, et encore, ça arrive tous les tremblements. Enfin, quoi qu'actuellement, bon, c'est un peu différent, mais est-ce que l'effort est très différent? On ne pourrait pas demander à des footballeurs de jouer des playoffs 3 matchs en semaine. Non, c'est pas le même effort. Déjà, tu fais des chiffres de 45 secondes. Le gars qui est sur le terrain, il est tout le temps. C'est ça. Ouais, mais attendez, un footballeur, il court pas 90 minutes. Non, bien sûr, mais un cailleur non plus, des fois. À haut niveau, il court 60. Mais l'intensité des chiffres est plus courte. À haut niveau, il court 90 minutes. Quand il joue des gros matchs, il court 90 minutes. Et d'ailleurs, quand on voit non, c'est vraiment un sport intense. Et puis surtout, même si moi, il m'agace par moment, c'est un sport que j'aime bien. J'en connais quelques-uns qui ont été pros. On était en sport-études avec le foot, justement, dans les impacts physiques. Ils sont pas protégés comme nous. On connaît un Slava Bikov qui termine une partie après avoir été crocheté dans la nuque, qui a encore les bouts de bois qui sont dans son cou à la fin du match. Et puis vous avez un footballeur qui est en arrêt de travail parce qu'il a un corps au pied. Alors vous me direz, il joue avec les pieds. Non, mais bien sûr. Non, mais ça, à ce niveau-là, oui. Mais c'est un monde rude aussi. Non, mais c'est un monde rude. Et lorsqu'il y a des contacts et lorsque vous prenez un tac par derrière, là, vous souffrez parce que vous n'êtes pas protégé. Puis vous glissez pas sur le terrain lorsque c'est l'hiver et que c'est l'été. Donc moi, je connais des footballeurs qui sont très très durs au mal, et j'en connais d'autres. C'était vraiment, vous rappelez le monsieur qui a les mêmes initiales que vous, Pascal Duprat, qui avait pris un avion en papier puis qui avait fait une roulade. Bon bah ça c'est clair que ça a pas mis en avant le football. Non mais par exemple, moi je vais lui faire peur, le monsieur qui a les mêmes initiales que moi, il va vous montrer quelque chose tout à l'heure. Moi j'ai juste une anecdote là-dessus. Je regardais l'autre jour les résumés de la Champions League. Pour dire un gars comme. Plus c'est bon, il va voir ça. Pardon. Bref. Non, j'étais en train de dire que j'ai regardé l'autre jour le résumé de la Champions League entre Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Ouais. Donc un gars comme Marco Verratti, qui est pas le. Enfin, en plus c'est un gros fumeur. C'est quand même 12 km sur un match. Oui. Et puis c'est pas 12 km en marchant. Donc non, c'est quand même solide, franchement. Non, mais disons que parfois ils tendent un petit peu la joue pour qu'on les baffe. Oui, bien sûr. Non, mais là, je le répète, on n'a pas la même culture du sport. Ça, mais c'est vrai que le grand public fait souvent la comparaison qu'on ne devrait pas faire. En fait. Non, bien sûr, non. Et puis en play-off, ce formule-là fait que toute l'année vous travaillez finalement pour un mois de plaisir. Parce que la saison régulière, des fois, c'est long, 52 matchs, mais en play-off, ça te donne l'opportunité de gagner un titre, et tu vis des aventures exceptionnelles, tu vis différemment, et donc du coup, tous les petits bobos, tu les oublies. On a joué avec des doigts cassés, on a joué avec plein de choses. Donc, c'est ça que c'est la saison des postes de glace. Et puis là, le staff médical, je peux vous dire que vous avez intérêt à être équipé, parce que c'est très important. C'est très très important. Alors, vous m'avez tendu la perche tout à l'heure pour une question. Je pensais l'évoquer plus tard, mais enfin, bon, je vais changer un petit peu l'ordre, parce que vous avez parlé d'Yorick Trey qui va maintenant passer la nuit pour analyser le match, etc. Enfin, c'est très astreignant d'être assistant. Alors, justement, j'ai Vanny du canton de Fribourg qui demande pourquoi faut-il absolument un deuxième assistant à Gauthieron. Parce que déjà, ce qui a changé dans le sport professionnel, notamment au niveau du hockey, c'est qu'on individualise les choses, et qu'aujourd'hui, la gestion, lorsqu'il y avait un discours dans un vestiaire à l'époque, n'est plus le même. C'est-à-dire que tu peux faire un discours collectif, mais tu as beaucoup de discours individuels. Donc, par exemple, si on prend un exemple de la vidéo, vous avez des séquences vidéo en collectif, et puis vous recevez aussi des séquences vidéo individuelles, et donc ça, c'est tout un travail. Et le fait d'avoir aussi plus de personnel sur le banc, comme la plupart des équipes, permet aussi pendant les matchs de faire de la correction individuelle, ou évidemment parler un petit peu du mental, coacher un petit peu individuellement les joueurs, et aussi dans le profil des gens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien un Yorick Trey qui est, par exemple, si on prend Genève, un Yorick Trey qui est dans la vidéo, qui est dans l'analyse de l'adversaire, un Franzen qui est plus dans l'individualisation au niveau du coaching, et puis un Cadieux qui est sur le côté collectif et tactique. Et du coup, c'est le mélange des genres qui fait que ça marche. Et là, peut-être qu'à deux, il manque peut-être un profil différent, notamment au niveau des émotions, par exemple, parce qu'ils sont très silencieux finalement. Maintenant, Dubé, peut-être qu'on veut un motivateur, peut-être. Enfin voilà, ça c'est des analyses qui sont faites en fin de saison, et c'est là que vous décidez quel profil vous avez besoin. Et par contre, c'est évidemment le head coach en général qui choisit, parce que il y a une relation de confiance qui est extrêmement importante. C'est une famille, un staff.
Donc des profils très spécialisés. L'exemple de Pat Lefebvre pour les situations spéciales, par exemple. Ça Pat peut Lefebvre pourrait faire l'affaire comme deuxième assistant. Exactement. Pour travailler les situations spéciales. Voilà. Vous avez d'autres, des skills coach aussi, des gars qui sont là aussi pour travailler devant le but, aussi bien défensivement qu'offensivement. Il y a plein de facteurs. Un Nouméline, s'il montre des choses aux défenseurs à Ajoie, c'est clair que ça doit être intéressant. Donc voilà, ça dépend un petit peu des moyens et puis du profil du principal pour savoir ce qu'on veut avec le reste du staff. Déjà, c'est du hockey moderne. Ça veut dire que, par exemple, typiquement, dans le temps, tu avais genre 3 ou 4 blocs et tu avais les blocs d'attaque et les blocs de défense qui étaient tout le temps ensemble. Maintenant, c'est plus le cas. Tu vois des fois une paire de défense avec une autre paire d'attaque. Donc tu dois coordonner tout ça. Tu fais des corrections spécifiques sur les défenseurs ou sur les attaquants. Et puis encore une nouvelle chose que tu as maintenant qu'il n'y avait pas avant, par exemple, et surtout il y a un problème avec ça, par exemple en NHL, c'est les tablettes. Ça veut dire que tu fais des corrections dans l'action directe. Il y a un coach maintenant en NHL. D'ailleurs, c'est le problème. Les anciens Tortorella n'aiment pas ça, par exemple. Parce qu'il y a des joueurs qui systématiquement maintenant, quand ils arrivent au banc, ils veulent la tablette, ils veulent voir ce qu'ils ont fait de juste, ce qu'ils ont fait de faux, ils veulent revoir leur action. Donc déjà, ça occupe du monde. Et en fait, c'est vrai, la correction, quand tu te vois, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à comprendre que quand tu l'expliques. Donc ça fait partie justement. Et puis après, tu as encore les gens dans les gradins pour les causes challenge. Donc ça nécessite du personnel, quoi. On rappelle que sur un banc, 6 personnes sont autorisées. Exactement, avec le staff médical. Mais, 6 personnes. Mais par exemple, à Martigny, pour donner un exemple, moi j'avais à ma disposition un genre de bouton pressoir sur ma veste. On avait installé des webcams autour de la patinoire et des petites caméras là, et puis en fait lorsqu'il y a des trucs qui me paraissaient un petit peu suspects, je cliquais sur ce bouton, ça revenait 30 secondes en arrière et ça allait directement sur mon iPad. Donc quand j'arrivais au vestiaire, je pouvais éventuellement montrer aux joueurs, ou pour moi dans mon analyse et puis les choses à dire pour le tiers suivant, j'avais de la matière. Ça marchait aussi quand il y avait des jolies filles dans les gradins. Ouais, c'était déjà du Perronton 2.0. Allez, troisième question, je reviens en arrière là. Oui, Christine, qui a 11 ans, de Lausanne. Je suis fan de Maillard. Restera-t-il à Lausanne ? Vous avez la réponse, est-ce qu'on a le droit de la donner ? Non, on n'a pas la réponse finalement. Officiellement, on a la réponse. Non, on n'a pas la réponse parce que finalement ça tourne en boucle et puis il y a eu beaucoup d'informations et qui ont été démenties finalement. Alors on sait que dans cette histoire il y a le rôle des agents, il y a plein de choses. Donc pour l'instant, ce qu'on sait c'est que Fribourg ne l'a pas contacté. Voilà, déjà, c'est Gerd Senezen qui nous l'a dit. Ça a été confirmé, et puis Gerd en général il dit les choses. Ouais. Donc par contre, du côté Lausanne-Genève. Non, mais du côté de l'agent, on nous a laissé sous-entendre qu'il y avait plusieurs clubs romans. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Genève qui est intéressé, puis qu'il y a Lausanne avec qui ils sont en discussion. Voilà. Maintenant, ça prend du temps. Ce que je sais aussi, c'est qu'on veut faire de la place pour des prospects. On attend un petit peu de savoir ce qui va se passer avec Théo Rochette, et on sait depuis longue durée que John Foust aimerait bien que son fils revienne à Lausanne, et donc on a dans ses analyses et dans ses commentaires et ses interviews qu'il a données, vous vous rappelez, une fois il a parlé qu'il voulait faire de la place pour des prospects. Donc si on veut faire de la place avec tous les joueurs qui sont sous contrat, par déduction, on peut se demander si Maillard va rester. Maintenant, dans la saison qu'il vient de faire, et que c'était de mieux en mieux, et puis le fait que ça soit un Lausannois, on souhaite qu'il reste. Mais voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Genève qui était intéressée, les bruits qui ont couru, et que Lausanne, on attend une offre du côté de Lausanne. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que sur le fond, Guillaume, il aimerait rester à Lausanne. Oui, bien sûr. Ouais, Évidemment, c'est son club. Allez, encore 3 questions rapidement. Rachel, canton de Fribourg. Mon fils qui a 6 ans commence le hockey sur glace. Quel matériel faut-il acheter parce que c'est très cher? Alors, Chip Sport, je ne vais pas faire de la pub. Allons-y. Chip Sport ont des équipements pour les jeunes qui sont à des prix très abordables. Et puis je crois même que si jamais dans certains clubs, il y a la foire aux équipements, tu peux racheter des équipements de case. Mais le donc il faut problème, aller sur les sites internet du club. La chose essentielle, disons, pour jouer au hockey, pour moi, à première vue, c'est la canne. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme canne? Patin, canne, gants. Patin, canne, gants. Les bonnes dimensions et casque. Ouais, patin, canne. En fait, il y a des choses, des cannes intermédiaires, etc. Mais il faut
aller dans le classique. Ouais. Il faut aller dans le classique, mais basique. Ouais. moi, je peux vous dire personnellement, vous savez où je commande mon matériel ? En France. Ouais, non, mais il y a en Suisse aussi, c'est moins cher. Chez Decathlon. Ouais. Ah ouais. Chez Decathlon, ils travaillent avec SSM. Ouais. Et par exemple, je cherchais des gants bien spécifiques, je les ai trouvés à moitié prix chez Decathlon, par exemple. Donc là, il faut aussi farfouiller un petit peu. Mais moi, j'ai mon petit qui va commencer là. Je suis en train de regarder pour le matériel. Ce qui est vraiment important, c'est des patins bien rigides, à la bonne taille pour que les chevilles soient bien maintenues. Ensuite, les gants à la bonne taille. Commencez pas à acheter des choses trop grandes parce que c'est comme ça qu'il perd du plaisir. Et j'ai vu Ça veut dire que ce sont des achats réguliers. Donc oui, mais d'occasion, faut acheter. Mais par contre, commencez pas à acheter des gants trop grands en mettant des gants en laine en dessous parce que la sensation elle est pas bonne. Et puis surtout, commencez pas à ne pas couper les cannes avec des grandes cannes. Ouais. Et dans les clubs, il y a des entraîneurs chez les petits. Vous pouvez demander des conseils, mais c'est vraiment important d'avoir surtout casque pour la protection, des bons gants, des bons patins et une bonne canne. C'est ça. Voilà. Et surtout beaucoup d'heures au patinage public. Voilà. Et puis du plaisir et voilà. Alors j'enchaîne avec une question un peu qui est du même acabit mais qui nous vient du Valais et je comprends pourquoi. C'est Cédric qui me dit mais je crois que c'est un papa en fait. Pour bien commencer dans le hockey, quel club conseillez-vous en Valais? Tous les clubs qui ont une bonne école de hockey. Alors quels sont les clubs qui ont une bonne école de hockey? Même Montaigne, c'est pas mal. Quand on parle de Valais-Vallis Future qui est champion de Suisse des U20, est-ce que c'est autour de Sierre ça, non? Ouais. Je crois que c'est un peu une... Non, c'est Viège. Martigny. Non, ça c'est Viège qui a été champion de Suisse. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué en Valais. Valais-Chablais Futur, c'est Martigny. Et Valais-Vallis, c'est Viège. Ouais. Non, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je vais parler. Je vais parler de ma propre expérience. Ouais. Ma propre expérience, c'est que mon petit là, je vais le mettre à Nyon. C'est pas un club réputé. Il va commencer par s'amuser. Et puis une fois qu'il va s'amuser, puis s'il a un poil de motivation et un poil de talent, je le mettrai à Genève. Et là selon où il habite, il faut qu'il choisisse déjà la proximité. Parce que c'est bien de s'entraîner, c'est bien de prendre du plaisir, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de distance déjà. Après, on sait que quand ils grandissent et puis que s'ils veulent jouer au plus haut niveau en Elita, il n'y en a pas en Valais, ils doivent déjà s'expatrier. Donc, mais il y a encore du temps d'ici là. Il y a encore du temps d'ici là. Prenez la patinoire la plus proche. Si vous habitez proche de Montaix, la glace, c'est l'une des meilleures de Suisse. Donc, a commencé là, par exemple. Voilà, exactement. Allez à Montaix. Si vous êtes proche de Martigny, allez à Martigny. Si vous êtes proche de Sierre, allez à Sierre. Si vous êtes proche de Viège, allez à Viège. Et puis après, vous verrez bien. Mais il faut, à l'école de hockey, c'est la découverte du sport, le plaisir, avant tout. Après, le reste, ça viendra ensuite. Puis après, il faut peut-être aller, si possible, dans une patinoire où, par exemple, le hockey public est autorisé. Et un exemple concret, c'est la Vallée de Joux. Il y a toute la glace. Il y a plein de gamins qui jouent bien au hockey parce qu'ils peuvent jouer au hockey. Il y a des patinoires où ils mettent le patinage public en avant et tu peux pas faire de hockey. Bon, maintenant, ce qui a changé, c'est que les patinoires itinérantes, le fait que l'hiver, il y ait des patinoires, là, vous pouvez aller jouer. Donc, l'accès au hockey est très simple. L'accès au hockey financièrement est très compliqué parce que c'est très cher les licences, c'est très cher le matériel. Donc, pour moi, c'est un peu une élite, malgré tout. Donc, c'est pour ça que si vous êtes un peu limité financièrement, allez à la bourse aux équipements, regardez, et puis il y a beaucoup de jeunes qui donnent aussi leur matériel, qui sont vraiment et qui sont utilisables pour les plus jeunes. Donc voilà, moi j'en récupère des fois pour mes étudiants de l'Uni et ça va très bien. Et même sur Anibis, au Marketplace, il y a plein d'équipements qui liquident pour pas grand chose. C'est ça, et puis si t'es un peu débrouillé, vous trouvez facilement. Ouais. Bien. Dernière question qui vient du canton de Vaud également, Malik. Et là, ça va nous permettre de faire un petit lien peut-être avec la NHL. Le championnat du monde est très tard cette année. On pourrait peut-être quand même récupérer les éliminés du premier tour pour l'équipe de Suisse. Alors c'est vrai que j'ai vu, cette question est arrivée ce matin. J'ai pas été voir les dates des playoffs de la National Hockey League, mais c'est vrai que c'est tard. Donc c'est vrai qu'il y a traditionnellement, c'est vrai qu'on laisse toujours dans le contingent une ou deux places pour ceux qui pourraient débarquer. Exactement. Donc tout espoir n'est quand même peut-être pas perdu. Après, c'est surtout le désir du joueur. Mais je crois que c'est Niederreiter qui était venu, qui s'est fait sortir au premier tour. Il y en a plusieurs années. Il y en a qui sont arrivés en cours. Mais qui n'ont pas voulu venir. Oui, des fois c'est des contrats. Je crois. Ouais, mais c'est des problèmes de contrat aussi et d'assurance. Vous savez qu'une assurance pour un joueur NHL.
c'est X% du contrat. Un contrat à 6-8 millions par année. C'est ça. Donc du coup, on réfléchit aussi de l'apport du joueur par rapport à ce que tu as besoin dans ton profil, dans ton équipe. Ouais. Mais oui, bien sûr que je pense que Fischer va attendre ça et puis qu'on espère voir une équipe de Suisse conquérante comme en 2013 et en 2018. D'ailleurs, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Iosi s'est blessé. Hein. Ouais, le haut du corps, mais c'est pas très grave apparemment. Ok, tant mieux. Bon, on verra ça. Voilà, ça c'était un peu les dernières questions que j'ai reçues. On en est déjà quasiment une demi-heure d'émission. Alors à moins que vous ayez encore une précision à apporter, on va enchaîner avec l'actualité, à savoir les séries qui nous intéressent. Exactement. On va dans l'ordre du classement de la saison régulière. On commence avec la série Genève-Lugano. Donc Christian pourra être au match, pourra nous en parler. Moi, je dis quelques chiffres qui m'ont marqué. Et puis après, donc il y a 2-1 dans la série pour Genève. Le gagné 3-2 en noté à la 114e minute et 6 secondes. C'était très important ce match. Le match 3 est toujours très très important. Des clous à 92,59. Ensuite, on a un efficacité scoring. Donc c'est le nombre de shoots par rapport à votre production. En saison régulière, on était pratiquement à 12%. Là, on est à 7%. En powerplay, on était à 28-14 en saison régulière à Genève. Là, on est à 25%, donc évidemment. Mais en face, il y a un Koskinen qui, par exemple, pour samedi soir, était à 95,24. Après, je reviens juste sur une chose qui m'ont marqué, c'est les temps de jeu. Tom Ernest, écoutez bien, 55 minutes,38. Ah ouais. Avec les prolongations. Ouais. Carrère 45,04, Vatanen 43,55, Filppula 42,22. En face, celui qui a le plus joué, c'est Klock avec 43,19, Mirko Müller à 39,57 et Alatalo à 40,50 qui sont des défenseurs. Donc là, celui qui a le plus joué, il a 12 minutes de plus que Klock qui est international tchèque. Donc oui, c'est le temps de jeu, c'était heureusement que ça rejoue que mardi finalement. Donc ça veut dire à peu près 9 shifts de plus. C'est beaucoup d'énergie, 9 shifts. Hein. C'est énorme. Il tourne. Non, mais attendez, il tourne en général à 27-28 minutes. Là, il est à 55 minutes. C'est tout simplement prodigieux. Et alors, il faut avoir le foncier. Il le connaît bien, le joueur se connaît bien aussi. Mais attention quand même au temps de jeu. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Quand on entend les temps de jeu de Genève Servette, attention de ne pas griller un peu trop les forces vives. Hein. Ouais, alors moi je vais aller dans le même sens de ce que Laurent dit. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que déjà par rapport à un défenseur normal, c'est pas 2 mais 3 matchs. 3 matchs pour Tom Ernest. Ouais. Parce qu'un bon défenseur, il joue entre 15 et 17. Donc c'est 3 matchs, c'est juste énorme. Moi j'avoue, je trouve que cette gestion, elle m'interloque. Déjà, pour revenir sur les statistiques des gardiens, jusqu'à mi-match, Desclos était à 75%. Il faut savoir qu'en termes de shoot, c'est 25-27, 25 shoots retenus pour 27 tirs pour Desclos, et c'est 60-63 pour Koskinen. C'est un extraterrestre. Ça fait 1 par minute. C'est monstrueux. Ensuite, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, Koskinen est plus fort parce que les statistiques, on va leur faire dire un peu ce qu'on veut finalement. Parce qu'il y en a un qui a reçu 63 shoots et l'autre. C'est pour ça que je dis à mi-match, il était à 75%. Enfin, un tour, c'est 2 minutes. Oui. Voilà. Tous les 2 minutes. Après, encore une chose qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que typiquement dans ce match, j'ai trouvé que l'absence de Noah Rod, elle a pesé. Et puis pour moi, il y a quand même une surutilisation. Et je pense qu'il y a des stats qui parlent. Je vais vous donner un exemple concret. Et qui m'interloque. À la fin du match, j'ai pu poser des questions à Lorik Trey et je lui ai dit, parce qu'au niveau du powerplay, il y a un powerplay, le premier powerplay de Genève, c'est 7,39 de jeu sur le match versus 1,26. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Genève gagne sur le powerplay 2, donc c'est eux qui mettent le winning goal, et déjà la série d'avant à Genève, c'est déjà le powerplay 2. Donc moi je pense que je comprends le fait que c'est un peu l'arme absolue ce powerplay. Quand tu dis la série d'avant le premier match. Le premier match. OK, donc le premier match de la série. C'est deux fois le PP1 qui fait gagner l'équipe hein. Et c'est pour ça que je pense le PP2. Le PP2, excuse-moi, oui. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que pour moi on surutilise clairement ce premier powerplay. Après, je dois dire un truc. Alors donc le premier powerplay, oui, justement beaucoup plus de temps de jeu que le PP2 justement. À la fin du temps réglementaire, on était à 3,29 de powerplay pour même plus 4 et quelques de powerplay versus 29 secondes sur le deuxième. Quand on voit la qualité du deuxième powerplay
moi je trouve que c'est pas logique. D'ailleurs, c'est un peu le thème de votre article qui apparaît aujourd'hui sur planethockey.com. Voilà. Après, si on regarde aussi, parce qu'il y a une chose qu'on doit tenir compte, c'est que gagner un titre, c'est un marathon. C'est un match tous les 2 jours, tous les 3 jours. Quand je vois qu'un Phil Poulay utilise 42 minutes 30, un Marc 37, c'est des gars, Phil Poulay a 39 ans. La récupération, c'est pas rien. 1 minute par an. Voilà. Et alors, il y a encore une autre chose qui m'interloque, c'est que dans un match qui dure 113 minutes, Pouliot a été utilisé 18 minutes 46 et un Tanner 28-50. Là, je comprends pas. Et j'ai une dernière stat qui est très parlante, c'est que sur 113 minutes, Bartagia a joué 11-57 et Patry 18 minutes. En termes de qualité, moi je trouve qu'en termes de gestion, c'est quand même... Imaginez l'équipe de Genève coachée par l'entraîneur de Bienne, par exemple. Je pense que les temps de jeu ils seraient répartis différemment. La question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il n'ose pas ne pas les mettre ou c'est parce que lui, il a peur, il doit absolument gagner, il les met tout le temps. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à ce rythme-là, en deuxième tour, ils vont le payer. C'est logique. Parce qu'après, on refera les comparaisons sur les autres séries. Les grosses équipes, les gros canons, ça n'a juste rien à voir en temps de jeu. Là, moi, je pense qu'il est en train de les griller. C'est ce que je pense. Laurent, pourquoi ? Alors moi, je vais répondre à Christian. Je pense que c'est le 3e match aussi. Il fallait absolument qu'il gagne. Il ne pouvait pas perdre. Ça, je suis d'accord. Il ne pouvait pas perdre. Donc je crois qu'on a fait confiance aux joueurs d'expérience et aux joueurs qui ont dominé la saison régulière pour pouvoir emporter ce 3e match et justement reposer, sachant qu'on a un laps de temps un peu plus long, puisque là il y a dimanche, lundi, mardi, pour reposer un peu ces joueurs-là et arriver avec de la confiance et justement moins de pression à Lugano, parce que tu perds ce match-là, tu arrives à Lugano, tu as perdu l'avantage de la glace et tu prends le 3-1, t'es pas bien. T'es pas bien parce qu'après il faut en gagner 3 d'affilée. Donc du coup moi je pense que ce match 3 il était capital et je crois qu'il a forcé pour gagner ce match-là. Et on verra que le temps de jeu à Lugano, je pense qu'il va être mieux réparti pour le match 4. Je pense que c'est primordial. Après encore un truc, c'est que moi j'ai vu, j'étais à la fin du match, j'ai vu les joueurs de Lugano rentrer parce qu'ils se sont fait encaisser l'égalisation à 1:20 de la fin. Les gars, ils étaient hyper motivés. Franchement, en fait, faut pas oublier qu'il manquait encore Granlund. Donc, leurs 3 atouts offensifs n'étaient pas là. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la fin du match, ils étaient francs fous. Les gars, ils en veulent. Et j'ai pu parler 30 secondes avec Gianni Nazzi. J'ai trouvé qu'il était franchement, il était très digne dans la défaite. Mais par contre, il est toujours extrêmement motivé et je pense que ça va être compliqué jusqu'au bout pour cette équipe parce qu'ils n'ont vraiment rien à perdre. Alors pour répondre à Christian, le fait qu'il n'y ait pas Connelly, Arcobello et Granlund, ça change la donne aussi. Moi je pense que c'est bénéfique à Lugano. Ça motive. Non mais c'est bénéfique à Lugano. C'est plus facile de c'est-à-dire que en fait, non mais c'est surtout que le coach il peut jouer d'une certaine manière beaucoup plus défensif et joue en contre, et c'est comme ça qu'ils doivent jouer contre Genève parce qu'il n'y a pas ces joueurs-là. Ouais. Donc tout le monde parle du fait que s'il y avait ces joueurs-là, Lugano gagnerait. Moi, je suis pas forcément un cadeau. En fait. Moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'ils ouvraient plus le jeu, ils seraient plus offensifs et ils se feraient tuer par la transition et la qualité technique de Genève. Donc je crois que le fait que c'est encore plus dur pour Genève, c'est paradoxal ce que je dis, mais c'est encore plus dur pour Genève d'avoir Lugano avec ses 3 absents parce qu'ils jouent d'une manière différente. Remarque valable à l'occasion de séries sur des séries plus ou moins courtes. Par contre, sur une saison régulière, c'est une remarque qui ne serait pas valable. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, Gianni joue intelligemment parce qu'il sait qu'il a un gros gardien. Ils sont franchement, c'était très 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 compliqué. Les rebonds, il n'y a personne qui avait des rebonds. Non, ils ont été énormes défensivement. Ils ont orienté parce qu'on parle de beaucoup de shoots, mais il y avait beaucoup de shoots à Libye parce qu'on cherchait à voiler le gardien ou à jouer le deuxième puck. Mais Koskinen, le problème c'est qu'il oriente très très bien les pucks. Il a été pas très bon le premier match, je lui avais mis un casque de plomb, mais depuis il a été fabuleux. Et puis il bloque les pucks. Alors on disait que c'était un gardien panneau, mais je l'ai vu de la mitaine notamment rapide, en prolongation faire un arrêt là, avec vitesse de main. J'ai été vraiment impressionné par rapport à sa taille. Et vous avez vu quand il est debout, il a les fesses qui touchent la transversale. Il est immense. Il est vraiment immense. C'est vraiment impressionnant à regarder comme ça. Quand il joue comme ça, la défense, ça inspire. Et en 2017, on oublie, ils ont fait vice-champion du monde, la Finlande, et meilleur gardien du tournoi. C'était Koskinen. Absolument. En tout cas, moi, si j'ai une dernière chose à dire, vu ce qui s'est passé, le temps de jeu qui a été effectué, moi, je pense que le prochain match à Lugano, je mettrai Maillère au goal. Parce qu'on sait que régulièrement, dans le passé,
des clous quand il y a des matchs à haute intensité, il a tendance à se blesser. Et je pense que Mayer serait bon. Et là, il a bien donné, là, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il a fait un bon match. Il a fait son job. Surtout qu'ils ont fait des alternances pendant la saison, ça fait du sens. Et en plus, émotionnellement, c'est des matchs tellement. Alors que Koskinen, pas. Ouais, mais alors, oui, mais dans la réflexion du staff et puis de l'entraîneur des gardiens, Beaulieu, le gars, il vient de gagner, il a fait un bon match, tu le sors. C'est difficile. Et puis si tu rentres Mayer et qu'il fait un mauvais match, tu as toute la pression t'as toute l'équipe qui est contre toi avec la pression. Pourquoi tu as fait ce choix alors qu'on vient de gagner avec. Donc c'est un petit peu finalement au gardien lui-même d'être honnête. Ouais, mais tous les ils veulent tous jouer. Non, mais moi je pense que c'est une réflexion commune. Ouais, mais moi c'est plus par rapport à la blessure. Ouais, mais c'est dans ce sens-là que je dis. Ouais, mais là c'est une hypothèse et puis du coup je te redis oui, moi je suis d'accord avec ce que tu peux dire là. Par contre, si tu perds et que Mayer n'est pas bon, tu as l'équipe à dos. Donc c'est un gros risque et ils viennent de remporter une grosse bataille. Là il faut enchaîner maintenant pour pouvoir avoir du repos pour les demi-finales. Jusqu'à mi-match il n'avait pas des bonnes stats. Ça a tourné sur la fin, mais c'est pour dire. C'est les playoffs. Donc finalement c'était peut-être pas si mal. Et là on va passer au match suivant. C'est pas si mal ce qui s'est passé à Bienne justement avec Seteri qui devient papa et donc retour de Von Pottelberg devant les buts avec Ritz comme remplaçant. Ça c'est la première remarque. Puis la deuxième remarque par contre, alors c'est que vous parliez de l'importance du troisième match. Bienne a laissé passer une sacrée occasion. Bienne a perdu la bataille dans la gestion des émotions. Par exemple, le fait concret, j'ai jamais vu As avoir cette attitude après un goal. Il a été sur Bader. Là, ils sont rentrés dans le jeu de Berne et finalement ils ont perdu à cause de cela parce qu'ils étaient vraiment trop dans les émotions. Knuffler qui fait une vilaine faute, ça c'était plutôt à Berne de faire ce genre de choses, surtout quand tu mènes 2-0 dans la série. Et puis évidemment sur ce match là Sateri devient papa, donc on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. C'était peut-être le premier match, finalement le deuxième, finalement le troisième, c'est arrivé au troisième. Et puis Van Pottelberg qui a pas été aidé par rapport à l'indiscipline de son équipe et la gestion des émotions, qui a 87,5% d'arrêt, ce qui a fait aussi la différence sur ce match-là. Mais quand on parle de temps de jeu, par exemple, sur un match comme ça, où c'est très très serré, tu perds, tu dois revenir au score, t'as Love qui est à 20-32, t'as Grossman qui est à 19-21 et Yakovenko qui est à 18-52. Et après, les attaquants sont entre 15 et 17. Donc ça veut dire que à Bienne, on fait du coaching sur du moyen terme. C'est-à-dire que même si c'est un match 3 très important, on continue dans la stratégie de faire tourner maximum ses visionnaires. Et puis peut-être que ça va... Maintenant, le match 4, il va être important parce que Berne, on sait que c'est une équipe de play-off avec un mental, comme vous voyez Chervet, il est... Non, mais surtout, on avait l'impression qu'il était possédé, le mec, quand il a marqué. Mais ça donne une force immense à l'ensemble du club. Le match 4 avec Sateri, il faut absolument le gagner. Autrement, Bienne, à 2-2 dans la série, attention. Ouais, moi j'ai un peu l'impression que, en tout cas sur ce match, ils ont réveillé l'ours. Mais par contre, c'est vrai que la charge de Künzli à 7 minutes de la fin, parce que ça leur empêche de revenir. C'est vraiment... Et en fait, comme dit si bien Laurent, si tout d'un coup As répond, si Künzli fait ça, c'est parce qu'en réalité... Ils se font allumer depuis un bon moment et quand la fatigue commence à rentrer, tout d'un coup, tu pètes les plombs. Tu réponds. Ouais. Et puis alors, par contre, moi, j'ai fait un peu le même type de statistiques que Laurent, mais c'est juste pour dire, effectivement, les attaquants les plus utilisés du côté de Bienne, c'est Salinen et Rayala. Ils ont 17-34 et 17-48. Et de l'autre côté, c'est Dido, Kaoun et Lindberg, c'est 23-46, 22-39 et 22. Donc ça veut dire qu'il utilise quand même plus ces joueurs. Je dis depuis le début, c'est vrai, du côté de Bienne, il y a une gestion sur le moyen long terme. Il veut aller plus loin. Sander, par exemple, il a 25 minutes. 25 minutes, Tevez 23 minutes, alors qu'il a eu une longue. Donc il joue beaucoup plus, 3-4 minutes de plus. Et bon, après, on sait que Dido, il a 23-46. Il n'a pas osé le laisser dans les gradins. Ouais, mais alors voilà, il y avait. L'éternel problème. Nous, on s'est prononcé là-dessus. Mais on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Exact. La presse, s'ils décident de ne pas mettre Karunen et puis de laisser Dido sur la glace et puis qu'ils gagnent, ils ont raison. Donc et là, il a eu raison. Il a eu complètement raison. Après, j'ai regardé le match. Quand on voit que Dido il a 23-46, sans exagérer, je pense qu'il y a 4 minutes où il triche. 4 minutes et à la fin là, il peut bloquer un shoot, il part, il spécule et puis là ça finit avec une situation très dangereuse. Bienne peut revenir dans la partie. Enfin voilà, il y a des choses qui moi qui en tant qu'entraîneur m'agacent. Par contre, là c'est lui qui a gagné la bataille mentale. Mais pareil,
Là, il n'y a plus aucune raison de changer quelque chose. Non, sur la glace là, pour le match 4. Là, il ne faut pas changer. Mais par contre, tu viens à la patinoire, tu pries les dieux parce que tu dis comment il s'est levé ce matin. C'est juste simplement ça. Donc, c'est le principe des joueurs one-way. Ils aiment attaquer, mais ils n'aiment pas revenir. C'est ça, mais là, j'ai regardé tous ces shifts. Franchement, il y a 4 fois où il peut changer, 4-5 fois où il peut changer, et hop, et il refait un manège, il repart. Genre, on va récupérer le puck, puis d'un coup, il va presser, il spécule sur une passe, puis d'un coup, il y a un 5 contre 4 en entrée de zone adverse. Enfin, voilà, Par contre, les autres, eux, jouent le jeu et ça déséquilibre les lignes, évidemment. Non, mais moi, ce que j'ai noté, et c'est pour ça qu'une des raisons pourquoi Berne a gagné, c'est aussi le retour de Colton Sceviour. Ouais. Il est très, très important. On se rend pas compte, mais il est très, très important. Ouais, non, mais lui, il est très important. C'est vraiment des joueurs qui amènent beaucoup de choses, du travail obscur qu'on voit pas forcément, mais qui permet d'équilibrer. Puis il va toujours s'adapter aux autres et penser à l'équipe. Et le fait qu'il soit revenu, ça a amené ça, parce que quand on regarde les statistiques de Wüthrich, c'est 90%. C'est encore un goal vraiment suspect, le goal de Haas là. De loin là, il doit pas le prendre. Donc du coup là, Bienne s'est tiré quand même une balle dans le pied par rapport à la gestion des émotions. Ouais, surtout que si Künzle est suspendu, il avait été remplacé par Sheahan. Sheahan ne va pas le mettre, puisque je pense qu'ils ne peuvent pas se priver de Sateri. Sateri, c'est la pierre angulaire pour aller gagner à Berne, à mon avis. Ouais. Donc là, de toute façon, à Bienne, ils ont l'habitude de mettre quelqu'un d'autre, mais en play-off, c'est quand même un peu différent. On verra. Bon, on passe au match d'hier soir. Lequel on commence avec Rapperswil-Zug. Allons-y. Bon, comment... Le champion n'est pas mort. Non. Mais Rapperswil fait fort. Exactement. Alors déjà, pour vous parler vraiment concrètement de certaines choses, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le peu d'efficacité en powerplay de Rapperswil avant la rencontre. Puis hier soir, ils en mettent 2. Et puis, c'est pas forcément les joueurs majeurs. Moi, j'ai trouvé Vic impressionnant hier soir. Vic a vraiment fait la différence. Mais pareil, match de playoff type. Pareil, c'est encore Abdelkader, et comme on a dit auparavant, et puis Juice qui biaise un peu le match, parce qu'ils prennent des mauvaises pénalités à un moment donné, parce qu'à 5 contre 5, sur le début de match, sur le pressing, l'intensité, je me suis dit, ça va être, je sais pas comment, c'est pas possible, ils peuvent pas gagner. Et finalement, ça s'est joué sur cette indiscipline. Puis après, on avait beaucoup parlé de Niffler qui avait des statistiques aux alentours de 80%. Et là, il est à 96,30 sur ce match-là. Il a fait les arrêts clés. Il a été très solide, et puis il a bloqué aussi des pucks clés. Contrairement à Giannoni qui n'a pas été très aidé, il était à 93%, et là hier soir il était à 87%. Donc voilà, mais ce qui est vraiment impressionnant aussi, c'est au niveau de Zug, c'est que jusqu'à présent en box-play ils étaient à 100%, et puis surtout en powerplay, même avec hier soir, ils sont à 42,86%. C'est tout simplement hallucinant, et c'est pour ça que j'étais pas content après Juice, parce que justement, ce qui fait la différence sur des matchs comme ça, et ce qui leur a permis de gagner les 2 premiers matchs, c'est leur powerplay. Et Juice, c'est quand on a décidé de mettre Hanson, il était annoncé surnuméraire, Hanson. Je pense qu'au fait, il revient de blessure, il fallait le reposer. On met Almquist. Ok, mais surtout Juice, on lui donne la responsabilité, et puis là il va mettre un coup de canne entre les jambes de la mer. Voilà, là je pense que dans le bureau aujourd'hui ils vont être convoqués les deux, c'est obligé, parce que là la défaite, ils ont beaucoup de responsabilités par rapport à la défaite. Ouais, alors moi ce que je trouve intéressant dans ce match, c'est que finalement on a retrouvé quand même un peu le pipi de Rapi, parce qu'ils n'avaient pas marqué jusqu'à présent. Par contre, Tchervenka 7,33 en pipi. Neuro pareil, ça veut dire qu'ils ont un pipi, pas 2. Exactement. Et de l'autre côté, alors c'est marrant, parce que Tangnas c'est quand même un mec très malin. Je pense qu'il a assez vite compris que le match il était plié. Et du coup, si tu regardes les temps de jeu, c'est Abdelkader qui a presque 20 minutes de temps de jeu. De l'autre côté, tu as Hoffman ou Herzog qui ont 14 et 13 minutes. Donc en fait, il prépare déjà le match d'après. Il sait qu'il va jouer beaucoup plus offensif. Donc ces gros pions offensifs, il les ménage. Alors que si tu regardes le match de hier, les 2 premiers blocs de Rappi, ils ont été beaucoup plus utilisés. Donc je pense qu'à un moment donné, il a vite compris que ce match, parfois il le laisse filer. En plus, ils n'étaient pas dans un grand soir avec Giannoni. Il fait toujours 1 ou 2 matchs un peu moins bien. Et moi je pense que le prochain, ils vont mettre le paquet avec... En tout cas, il a vraiment pas beaucoup utilisé ces gros joueurs. Hoffman, c'est
D'ailleurs, c'est le point commun entre Hoffman et Gaëtan Haas, 14 minutes de temps de jeu les deux, alors que c'est deux gros joueurs. Mais parce que tout d'un coup, quand tu sais... Et par contre, Abdelkader qui jouait des 10, 8, 9, 10 minutes, en play-off, sur un match comme ça, il l'a envoyé au charbon 20 minutes. Donc c'est de la gestion, moi je pense. Après, aussi. pour défendre un petit peu Rapperswil, ils avaient des étrangers extraordinaires. Djoudze, il s'est fait casser la cheville le premier match sur un tacle d'Abdelkader. Ensuite, on perd Jensen en début de saison, qui est exceptionnel. Moi, je le trouvais tellement fort. Et puis Schroeder. Et puis Auberg aujourd'hui c'est moyen, Jordan c'est moyen, donc t'as pas été remplacé en qualité, et notamment au niveau de Djoudze, c'est quand même avec Noro le gars qui est à la qualité de la première passe, qui donnait une attaque, une deuxième vague à l'attaque, et là t'as quand même des absents notoires, surtout dans la profondeur en qualité d'une équipe comme Rapperswil. Donc moi je trouve qu'avec ce qu'il a à disposition, hier soir ils ont fait un excellent match. De toute façon il n'avait pas le choix, il devait utiliser des gars pour gagner, mais quand tu vois qu'un Herzog a joué 13 minutes, mais si ça part s'ils font un match offensif comme ils veulent, le prochain ils vont gagner. C'est ça, et puis surtout sur la durée, c'est-à-dire que cette équipe sait comment être championne. Donc on planifie certaines choses, et je pense que le temps de jeu c'est de la gestion tout le temps. Ils sont tout le temps en gestion. Très malin. Bon, on évite de parler tout de suite de Texier. Bon, mais en même temps, il y a de quoi. Non, mais du coup, il reste sans voix. Moi, si je peux juste dire un truc, pour moi, le fait important hier soir, c'est quand même la blessure de Lunstein. Ouais. Parce que c'est quand même un gros joueur de play-off qui est loin. Terminé pour double rupture des tendons et puis opéré aujourd'hui. Non, mais parler de Texier, déjà dire qu'il faut qu'il vienne au premier bloc pour apprendre à faire des interviews. Parce que là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il est un peu succinct dans les interviews. Non, mais il est jeune aussi. Sérieusement, la série, pour moi, c'est la série la plus jolie. En tant que puriste de hockey, si tu regardes ça dans l'intensité, c'est tout simplement hallucinant. Tout simplement hallucinant ce qui se passe. Et puis, c'est assez serré. Tu as une équipe qui est vraiment soudée, qui n'a pas le choix parce qu'en face, c'est plus fort à tous les niveaux. Et puis, tu as une autre équipe qui par moment a des moments de classe avec du talent à tous les niveaux aussi. Donc, non, c'est vraiment très intéressant. En termes de temps de jeu, à part Weber et Lettonen, l'Amico qui est le joueur le plus utilisé, mais normal à l'attaque, qui est vraiment le joueur avec le plus gros volume de jeu, on n'exagère pas les temps de jeu. Par contre, du côté de Davos, Dalbec, Fora, Nordstrom, Stransky, Egli, c'est les joueurs vraiment les plus utilisés parce qu'ils jouent dans toutes les situations. Mais c'est le même temps de jeu à part ça. C'est assez. Dalbec c'est 24-54 versus Lettonen 25-03. C'est assez réguleux. 23 et Egli 23 aussi. C'est assez réguleux. Après, sur un match comme ça où Rubec a été moins serein que d'habitude, il sort à 92,59. Donc c'est pour vous dire la qualité de cette équipe. Comme disait Christian auparavant, si Rubec venait à se blesser, là ils sont pas bien par contre. C'est là où ils n'ont pas de profondeur avec la blessure de Weber. C'est pour ça que j'y crois. Que je pense que ce Davos-là peut encore voir du chemin. Ouais, ça va peut-être Moi, je pense sans compter sur une blessure de Rubec, bien sûr. Non, bien sûr, mais objectivement, ils peuvent aller chercher encore un deuxième point à Davos et après c'est terminé. C'est terminé parce que ils sont rupteurs. Ils sont vraiment rupteurs. Ils sont obligés de jouer leur meilleur hockey tout le temps et tu peux pas tout le temps te présenter comme notamment le match 2 où ils ont été exceptionnels. Moi déjà, ce que juste préciser, c'est l'entame de match. Au premier tiers, Davos, d'abord, ils résistent à 4 pénalités. Donc, ils font un box-play exceptionnel et ils finissent par gagner 1-0 à la fin du premier tiers. Incroyable. Donc, honnêtement, ça, c'est un peu Borgarten, mais ils l'ont fait magnifique. Et après, deuxième tiers, qui c'est qui sonne la révolte, c'est Texier. De nouveau. Et juste pour préciser, les 3 goals des Zurichois, c'est Tex, Koukan et Andrigato. 3 gars de NHL. C'est là que tu vois la profondeur en play-off. Celui de Koukan, il est exceptionnel. Celui de Koukan, il est exceptionnel. Le shoot. Mais c'est surtout c'est le genre de goal que tu dois mettre un petit peu comme du côté de Rapperswil hier soir avec Vic. Ces goals-là, tu dois les mettre en play-off. Et tu sais très bien que Koukan, il va pas faire ça 10 fois dans la saison, mais quand il faut le faire. Et c'est pour ça que je parle de machine à play-off. Zurich, pour moi, c'est une machine à play-off. Et d'ailleurs, dans ces play-offs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on trouve beaucoup de buts importants avec des joueurs leaders sans assist.
ça veut dire l'effort particulier des leaders. Coup, ça vient nulle part. Ouais. Mais c'est pour ça que hier, le fait que Hollenstein quitte la série, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est vraiment de la profondeur épaisse, j'ai envie de dire, pour bien sûr. Et il avait quand même du mal là. Depuis sa blessure, il était revenu. C'est pas un mec qui s'entraîne énormément hors glace et physiquement on voyait qu'il était très très court, notamment le match 2 où je l'ai trouvé vraiment en grande difficulté. Donc, mais il a ce talent des joueurs de play-off. Il a ce talent des joueurs de play-off, mais je pense qu'il y a un lien entre sa longue blessure, le fait qu'il revienne gentiment mais qu'il soit pas au top physique et l'intensité de cette série. D'un coup c'est de la malchance hein. Mais moi je pense qu'il y a quand même toujours un lien par rapport à ton état physique. Ça m'inquiète juste que j'espère pas que ça soit le même cas de figure pour Noah Rod, parce que vraiment je n'ai pas besoin de Noah Rod. C'est aussi des gars de play-off. On se rappelle qu'il a eu cette blessure et après il est revenu rapidement puis il est sorti du match tout de suite. Est-ce qu'il n'est pas revenu trop tôt? Ça, c'est les playoffs, on ne saura jamais, mais c'est vrai qu'ils auraient besoin. Et puis Noah Rod, c'est toujours un mec qui va mettre un check, qui va déterminer quelque chose dans la série, on se rappelle contre Fribourg, et puis qui va aussi mettre un goal important. Donc Noah Rod, c'est le seul qui a le jeu physique de playoff à Genève, vraiment physique au sens, et puis sur la vitesse. En vitesse. Honnêtement, il y a 2 joueurs qui vont vite, il y en a 3, il y a Bertaggia, il y a Noah Rod, et puis il y a Raplan qui vont vite. Autrement, c'est pas des. Alors que quand tu vois Zug jouer, il y en a beaucoup, quoi. Je veux dire, c'est. Juste pour dire. Ok, bon alors à suivre votre commentaire, match numéro 4 à Davos, qui sera quasiment décisif pour Davos. Tous les matchs 4 sont décisifs. Parce qu'avec Zurich qui mène 3-1 avec la possibilité de jouer 2 fois à domicile, c'est mort. Ok, voilà donc pour les quarts de finale de play-off. On va maintenant se pencher sur la finale, parce qu'on va l'appeler comme ça, des play-outs, entre Ajoie et Langnau. Alors Ajoie a fait ce qu'il fallait pour s'éviter, disons, quelques sarcasmes, on va dire ça comme ça. Non mais Ajoie surtout ils ont déjà un répit un répit, puis surtout éviter de se retrouver à perdre la série 4-0 et puis d'arriver complètement anéanti pour cette promotion relégation avec l'équipe de Swiss League. Ensuite il y a quand même des stats qui parlent, mais Wolf sur ce match là il est à 96,43. Il y a eu ce fait marquant avec la blessure de Boltheiser. On espère que ça va aller. C'est pas une nouvelle pour Langnau. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle, mais on pense que c'est le dos. Et puis l'entrée de Boltheiser, il était à 94,12. Charlin, il a fini à 88,24. Quand même, c'est important. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans les chiffres, c'est powerplay 0%. Et efficacité scoring 2,97. Quand vous pensez qu'une équipe qui joue bien, elle est entre 8 et 9 en play-off ou en play-out, c'est vraiment insuffisant. Par contre, le côté très très positif, comme a dit Christian auparavant dans son casque d'or, c'est que Boson-Pilet marque, et puis Hazen surtout. La délivrance. Il a enlevé 3 tonnes sur son dos. La délivrance. Et puis Hazen, pour moi, c'est le buteur, le joueur qui peut faire des différences. C'est pour moi le meilleur joueur d'Ajoie s'il est en forme. Et donc on a besoin vraiment de ce joueur en pleine possession. Donc évidemment que là, ça relance complètement la série parce que tu as été en chercher une. Chez toi, il faut absolument gagner à 2-2. 50-50, puis là ça se joue sur 3 matchs, un best of 3, donc c'est l'objectif aujourd'hui d'Ajoie, et finalement d'avoir mal commencé. Si tu perds 2-0, que tu vas gagner le match 3, tu arrives à gagner le match 4 chez toi, là tu as les faveurs du pronostic qui changent de côté, vraiment. Ouais, c'est ça. Momentum. En fait, en tout cas, moi, ce que je trouvais impressionnant aussi, c'est la ferveur du public. À un moment, tu as l'impression que tu regardais le match à Ajoie. Ouais, c'est fou. Quand ils ont marqué. Vraiment, et ça, c'est super important dans cette période d'année. Très important. Ça, c'est important. Et puis, l'autre chose, moi, je l'ai dit depuis le début, et je pense toujours que Langnau, leurs étrangers sont plus forts, mais justement, il y en a qu'un qui a marqué. Et de l'autre côté, le salut est venu des joueurs suisses. Après, quand même, il faut aussi préciser une chose qui est très intelligente du côté de Langnau, c'est qu'ils ont été chercher un 3e gardien finlandais. Donc ils ont une solution qu'on n'a jamais vu jouer d'ailleurs, on ne sait pas dans quel état il est, mais en tout cas, si par hasard Bolthauser, c'est grave, on pourra dire qu'ils ont prévu le coup. Et ça, franchement, le directeur sportif de Langnau, très fort. Et je rappelle quand même que c'est déjà eux qui étaient allés chercher Holmström en 24 heures, 45 points. Il est là à tous les matchs, il est vraiment très fort. Donc quoi, le marché n'est pas aussi sec qu'on veut bien le dire. Ouais, et puis surtout, ça veut dire qu'il y a des directeurs sportifs qui ont du pif. Du réseau. Exact. Et ça, moi je pense que c'est un gros travail. Donc je me réjouis de voir si pour te répondre, le fait d'avoir aussi beaucoup de joueurs nordiques dans ton équipe qui sont reconnus
tu sais comment ça marche. Hein. Bien sûr, comme à Genève d'ailleurs. Comme à Genève, et ça aide beaucoup. Donc évidemment que je pense que ça a dû discuter avec les étrangers avant de prendre des décisions sur le gardien étranger et sur l'arrivée. Comme quoi, des fois, là, c'est investir plus dans un avec les jacuzzi. Nord-Américains. Vous pouvez voir débarquer un Nord-Américain en dernière minute, sauf s'il vient d'un championnat européen, c'est plus compliqué. Ouais, c'est très compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué à tous les niveaux. Mais justement, l'adaptation. Aujourd'hui, c'est vrai que plutôt du côté de Porrentruy, on est plus encore côté Amérique du Nord que oui. ou Québec surtout. Mais non, mais je disais, comme quoi des fois, Québec. investir dans un jacuzzi sur le toit de ta patinoire, ça peut t'amener du monde. C'est tout des c'est un argument. Vous avez vu le projet. Ouais, ça sera prêt. Ça commence. Ouais, ça commence, puis ça sera prêt en 2024. C'est juste magnifique. Hein. Juste magnifique, avec une deuxième piste, une tribune qui va venir sur la deuxième piste, une piste d'athlétisme. Ouais, vraiment un complexe sportif. Je rappelle que Langnau, c'est 8000 habitants. C'est hallucinant. Vous imaginez le Nord-Américain, déjà qui débarquait à l'époque à la Valachia, qui était dans un championnat majeur, qui dit qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est un peu maintenant le même effet. Enfin, il y avait le même effet avec l'Ilfis, mais maintenant, c'est vrai qu'avec les arènes que l'on a, ces arènes modernes, ça va encore faire un drôle d'effet supplémentaire. C'est un petit peu la première fois que je suis allé voir un match à Ottawa. La patinoire, elle est loin. Hein. Elle est complètement isolée et ça fait bizarre. Quoi. Quand tu arrives là, tu dis waouh. Bien sûr. Waouh au milieu du désert. Vous avez vu les images hier à Zurich, c'est tout simplement. Non, là en Suisse, on a des patinoires mais exceptionnelles. Ça fait partie de l'heureux standing qu'on a la chance d'avoir. Ouais. Mais si on vient de passer l'heure d'émission, on est à peu près dans les temps. Donc allez, on va conclure avec les divers. Ouais. En bref, Cloton prend congé de 7 joueurs, donc de Steinhoff, Randeger, Peltonen, Ness, Rotsolainen, Altorfer, et Faye, et engage surtout Gary Fleming comme head coach pour 2 saisons. Alors, je vous interromps, dans les 7 qui sont là, il y a lequel à prendre? Rotsalainen, mais il part à Lugano. Peltonen aussi. Peltonen aussi. Les rumeurs l'envoient à Lugano. Je crois que c'est même pas si c'est pas signé. Comme quoi le gardien finlandais de Lugano fait peut-être son effet. Voilà. Et sachant que Peltonen il a la licence suisse. Hein. Et puis après Randeger pour rendre des services encore d'Osteinhoff aussi si on les met bien en forme dans des équipes de bas de tableau. Donc à voir. Et puis donc ils ont engagé Gary Fleming comme head coach pour 2 saisons. Le Canadien de 55 ans était coach en Dell à Francfort. Ça vous rappelle rien? Ça rappelle un certain Tom Nilsson qu'on a été chercher en Dell. Et surtout la re-signature d'Obrist, l'international autrichien, pour une saison. Donc 9e saison pour Obrist. Alors lui les échos qu'on a, c'est que c'est un monstre physique, c'est un mec qui travaille tellement, qui est vraiment une machine, jamais blessé, puis qui fait du boulot. Comme Perroton. Ouais. Sauf que lui se blesse. Ouais, non, je suis pas encore. J'ai un peu mal au tendon partout, mais je m'entraîne beaucoup. C'est la vieillesse, c'est normal. C'est vrai. Donc voilà, et puis pour finir avec la NHL, Nico Hischier. 4 des 30 points. 4 des 30 goals. 36 passes en 69 matchs. Il lui reste encore 12 matchs à jouer. Le record pour les Suisses, c'est Timo Meyer avec 35 goals en 21-22 et 33 goals pour Fiala. Lui, il lui reste 12 matchs pour mettre 6 goals pour battre ce record-là. Donc je pense qu'il va y arriver. Je pense qu'il peut y arriver. Ouais, il peut y arriver. Et ce serait vraiment une mérité. Ouais. Et puis il est à 1 point par match. Donc vraiment bien. Ça a été un peu plus long par rapport à son statut de numéro 1 de draft, mais là maintenant il commence à trouver ses repères et il joue très bien dans une très bonne équipe aussi. Mais surtout il est à 1 point par match en étant un joueur responsable two-way. Ça veut dire qu'il est aligné dans toutes les situations. À son âge, c'est assez rare. Souvent, les gars, ils doivent être formés. Lui, il est arrivé, c'est la première chose qu'ils ont dit. Il est vite devenu capitaine. C'est ça. C'est pour ça. C'est le capitaine par l'exemple. Ça, c'est souvent Laurent. C'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, tactiquement, il est toujours très juste. Et ça, en NHL, ça vaut beaucoup d'argent. T'avais encore des news? Non. Moi j'en ai 2-3. Aïe. Non mais. Concernant Philippe ou pas? Non. Même là, la grappe un petit peu. Non. Alors moi je voulais juste revenir sur la victoire des U15 élites de Fribourg. Alors champion suisse. Voilà, j'ai confondu tout à l'heure. C'est ma conclusion. Ouais. On a parlé des U20 du HC Valais-Valais. C'est Fribourg à U15 qui est devenu champion de Suisse. Alors justement, ce que je veux dire, c'est qu'à cet âge-là, c'est là qu'il faut garder tes bons joueurs. Parce que tu te fais piller. Donc là, Fribourg doit être très bon.
Parce que quand tu es champion Suzuka, ça veut dire que tu as vraiment un vivier de talent. Et c'est ce qui s'est passé avec Bienne il y a 3 ou 4 ans en arrière. Ils avaient une génération de Ils avaient été champion voilà. U15 et en U17. Exact. Et ça avait été la même chose avec Genève Servette. La génération Maillard, Noirot, tous ces gars, il y en a beaucoup qui jouent en Ligue nationale. Donc si tu veux remplir ton vestiaire de joueurs fribourgeois, c'est maintenant que tu dois être bon. Parce qu'autrement, les Bernes, les gros clubs, plus gros clubs que Fribourg. Exactement. Je rajoute juste, sachant qu'il y a les contrats de formation. Donc quand vous arrivez en U17, vous avez des contrats. En U15, vous pouvez être, si on vous demande un T6, un transfert direct, vous êtes transféré, on ne peut rien faire. Il y a juste les unités de formation sur le long terme qui vont compter sur les premières années. Mais par contre, en U17, tu peux avoir un contrat de 2 ans, soit un contrat de 5 ans avec tes années juniors. Donc là, il est important de signer rapidement ces joueurs des contrats de formation pour pas que les clubs, une fois qu'ils sont en contrat de formation, à moins de gros problèmes et que la ligue intervienne, tu gardes tes joueurs. Ouais, puis surtout si tu veux un signal fort, il faut que quand tu fais ces signatures, qu'il y ait les Dubé, ils doivent être là ceux-là. C'est là que Chris Maxwell était très fort. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Noirot, te sentir important pour l'avenir. C'est ça. Montrer que tu comptes sur eux. Si tu travailles bien, tu vas jouer en Liga. Ça veut rien dire. Mais il a surtout dit, je te connais pas, mais si tu es ici, c'est que tu es un bon joueur. Alors si tu fais ce que je te dis, je te promets que tu auras au moins une chance de jouer en Liga. Voilà, capitaine. Voilà. Tout est dit. Dernière chose, je veux quand même préciser, et puis c'est une petite pensée pour notre copain Patrice Lefebvre, qui est allé gagner son premier match de finale des U20A contre Team Ticino à 4-2 à Bellinzone. Donc, chapeau à lui. Retour au Tessin gagnant. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est une poule à 3. Enfin, il y a 3 équipes, mais tu joues une fois dans chaque équipe. Il n'y a pas d'aller-retour. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait la moitié du boulot. Ouais, ils vont recevoir maintenant à la maison. Exact. Bon, bravo à toutes ces équipes aussi qui ont pu fêter ce week-end des titres, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional. Et puis demain, il y a Martigny en maillot Kelly qui commence la finale pour le titre contre Thun. Une finale explosive et on est tout cœur avec eux. Alors l'avantage pour Martigny, c'est que la promotion elle est déjà actée, donc ça fait déjà une pression de moins. Là, on joue vraiment pour la coupe, quoi. Vous vous rappelez, le doublé, quoi, cette année. Cette finale perdue contre Sierre et puis cette finale pas jouée contre Bâle, les joueurs ils étaient là, donc ils ont envie de gagner ce titre, c'est sûr, et j'espère qu'ils vont l'avoir cette médaille. On est tout de cœur avec eux. On leur souhaite le double. Et puis on espère qu'il y aura du monde à la patinoire. Ça, je suis pas inquiet. Ça, il y aura beaucoup de monde. Messieurs, merci. Merci à vous. C'est la fin de ce premier bloc, l'after. Premier bloc numéro 46. Exactement. Aujourd'hui, plus de 4, Laurent. Plus de 4 et... La pression monte aussi. Ouais, il y a Réal Rémy qui commence à me mettre des messages en me demandant si je suis prêt. Ouais, il y a Réal Rémy aussi qu'on aimerait bien avoir ici, mais qui a déjà bien entamé son travail pour Viège et qui a peu de temps à nous consacrer, c'est dommage. Mais on comprend aussi parce qu'il y a... Mais ça bouge à Viège. Pour Viège, je veux dire. Pour Viège, c'est... il faut qu'il apprenne le dialecte. Puis une fois qu'il aura... quand on fait du rap, il n'y a pas de problème. Il s'adapte. Ouais. Il parle le danois un petit peu. Voilà, messieurs, merci. N'oubliez pas que vous avez un devoir, vous auditeurs, c'est de nous écouter 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Les pauvres. À 18h, puis à 20h en tout cas. Et puis vous avez également notre chaîne YouTube Hockey Center, Planète Hockey Center, qui vous propose de réécouter à la demande votre émission favorite. Et puis autrement, si vous n'avez rien d'autre à faire, allez évidemment dans les patinoires, parce que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Merci encore une fois et vive le hockey roman. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à mercredi. Bye bye.